Bienvenue à tous dans la rétrospective des informations qui ont fait écho pendant la semaine. La première ministre Judith Suminwa a participé au Conseil de droits de l'homme de l'ONU. C'était le lundi 24 février 2025. Lors de son speech, elle a appelé à des sanctions contre le Rwanda qui est auteur des exactions dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Reportage. Mesdames et messieurs, il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Le même lundi, l'Union européenne a décidé de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense et a demandé à Kigali de retirer ses troupes sur le sol congolais. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Reportage. Avec le Rwanda, qualifiant désormais l'armée rwandaise de groupe terroriste. Cette décision marque un tournant dans les relations entre Kigali et Bruxelles. La coopération sur l'exploitation et l'exportation des minerais stratégiques entre l'Union européenne et le Rwanda est en cours de réexamen. Dans les jours à venir, cette coopération pourrait être suspendue pour couper les sources de financement qui alimentent l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Dans les cadres de ces sanctions, le président rwandais Paul Kagame est sommé également de retirer immédiatement les forces rwandaises du territoire congolais. Aussi, une évaluation quotidienne de la situation sera menée pour garantir le respect de cette exigence et envisager des sanctions supplémentaires contre le régime de Kigali en cas de non-conformité. Ces sanctions tombent après que les rebelles M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle d'une grande partie de la ville de Goma dans l'est du Congo et ont menacé de poursuivre leurs offensives vers la capitale Kinshasa qui se trouve à 2600 km de là. On poursuit avec cette rétrospective, mesdames, messieurs. Jean-Marc Kaboun n'a pas été libéré par grâce présidentielle. C'est la précision qu'a apporté son avocat. Ce dernier souligne que son client a été libéré dans le cadre d'un recours extraordinaire introduit par le biais d'une procédure en révision. Suivez. Alors que les rumeurs d'une libération par grâce présidentielle se propagent en RDC, l'avocat de l'opposant politique Jean-Marc Kaboun, président du parti Alliance pour le changement, apporte quelques précisions sur la libération intervenue vendredi 21 février de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il explique que cette libération a eu lieu dans le cadre d'un recours extraordinaire introduit par le biais d'une procédure en révision. La Cour de cassation a rendu son arrêt d'acquittement en faveur du président Jean-Marc Kaboun le 21 février. Ainsi, les infractions retenues dans le précédent arrêt de sa condamnation sont effacées et son casier judiciaire, notant que cet ancien proche du président Félix Tshisekedi était condamné à 7 ans d'emprisonnement pour outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. Toujours le même lundi, mesdames, messieurs, dans une tribune publiée dimanche 23 février 2025 dans le journal sud-africain Sunday Times, Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a attribué la crise sécuritaire du pays à la gouvernance de son successeur, à la mauvaise gouvernance de son successeur, Félix Tshisekedi. Selon lui, cette crise est à la fois sécuritaire, humanitaire, mais surtout politique. Reportage. Après plusieurs mois de silence, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a accordé une interview aux médias Sunday Times. Il s'est exprimé sur le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, la crise ne peut être attribuée au M23. Il évoque plutôt une mauvaise gouvernance du régime actuel. Joseph Kabila accuse son successeur, Félix Tshisekedi,
d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique, caractérisé par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires. Il a également martelé sur les prétendues violations de la Constitution et de droits de l'homme, ainsi que les massacres répétés de la population par la police et les forces militaires. Notons que récemment, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, citait son prédécesseur comme commanditaire de la guerre dans l'Est du pays. Il a fait ces affirmations lors de son intervention à la conférence internationale sur la sécurité à Munich, en Allemagne. Et puis, le mardi, Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, est arrivé à Kinshasa. La CPI veut documenter les crimes commis dans le Nord Kivu, où les habitants signalent les exactions des rebelles du M23. Suivez. L'arrivée de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, lundi 24 février dans la capitale congolaise, suscite un mélange d'attentes et d'interrogations. Son agenda particulièrement chargé prévoit des échanges avec les hautes autorités du pays, dont le président Félix Tshisekedi, ainsi que des rencontres avec la société civile et la chef de la MONUSCO. Cette visite intervient dans un contexte où la RDC plaide pour une implication accrue de la justice internationale face aux crimes graves qui continuent d'endeuiller le pays. Dès son arrivée, Karim Khan n'a pas manqué de prendre la parole contre les auteurs des conflits qui ravagent l'est de la RDC. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. Karim Khan a également souligné que les souffrances du peuple congolais méritaient autant d'attention que celles des populations affectées par d'autres conflits internationaux, insistant sur la nécessité d'une mobilisation médiatique et judiciaire équivalente. Cette déclaration résonne comme un appel à briser le silence autour des tragédies qui endeuillent la RDC depuis des décennies. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là. To follow up with President Tshisekedi. Pour poursuivre avec le président Tshisekedi. To have members of meetings with the government. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, Son Excellence Madame Keita. And also to engage with civil society and victims. Et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. En rencontrant les autorités congolaises et les acteurs de la société civile, le procureur de la Cour pénale internationale cherche à renforcer la coopération entre la RDC et la CPI. Reste à savoir si cette visite aboutira à des mandats d'arrêt, des enquêtes approfondies ou un renforcement des mécanismes nationaux de justice. Ce même mardi, le Parlement européen a demandé à l'Union cycliste internationale d'annuler le championnat du monde de cyclisme sur route prévu au Rwanda en fin septembre. Cette décision fait suite au soutien du Rwanda au M23, auteur des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Dans une résolution sur l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, le Parlement européen a demandé à l'Union cycliste internationale d'annuler le championnat du monde du cyclisme sur route prévu fin septembre au Rwanda. En effet, c'est depuis début février que le Parlement européen presse l'Union cycliste internationale d'annuler l'événement si le Rwanda ne modifie pas sa position vis-à-vis du conflit.
Malgré cette pression, le Tour du Rwanda a débuté à Kigali ce dimanche. Bien que la formation belge ait choisi de ne pas participer à cause du contexte géopolitique, l'UCI envisage déjà un plan B, étant donné que l'événement de septembre pourrait être menacé par la situation actuelle. Dans le cas d'une annulation ou d'un report de ces mondiaux au Rwanda, la ville de Martigny en Suisse pourrait être choisie en remplacement pour accueillir à nouveau l'événement. Kinshasa a décidé de suspendre pour 4 mois les exportations de cobalt qui servent notamment à la fabrication des batteries rechargeables. Cette mesure vise donc à réguler l'offre au niveau mondial. Reportage. La République démocratique du Congo suspend les exportations de cobalt pour 4 mois afin de maîtriser l'excédent sur le marché international. Cette mesure, entrée en vigueur ce lundi 24 février, émane de Patrick Mpoilwa-Béa, président de l'autorité de régulation, de contrôle de marché des substances minérales stratégiques, ARESCOM en sigle. Cette mesure vise à réguler l'offre sur le marché confrontée à une surabondance de production. En effet, la production de cobalt en RDC, qui fournit environ les 3/4 des productions de cobalt dans les batteries des véhicules électriques, a fortement augmenté ces dernières années. Cette hausse est principalement due à l'expansion des activités de la société chinoise CMOC qui a intensifié l'exploitation des grandes mines du pays, entraînant une offre excédentaire, une baisse de la demande et une chute des prix. Ce même communiqué de l'ARESCOM stipule que cette suspension concerne toutes les formes d'exploitation minière, qu'elles soient industrielles, semi-industrielles, artisanales ou à petite échelle, et qu'une évaluation de cette mesure sera réalisée dans les 3 mois en vue de déterminer si une nouvelle décision pourrait être prise pour modifier ou lever cette suspension. Ici est de souligner, bien que l'interdiction d'exportation s'applique à tous les producteurs sans exception, elle concerne que le cobalt et n'aura aucun impact sur les exportations. Cette rétrospective se poursuit. Mesdames, Messieurs, les chefs de l'État de la SADC et de l'EAC ont nommé 3 nouveaux facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, une nomination qui survient alors que les chefs d'état-major des 2 blocs régionaux étaient réunis pour établir une feuille de route de sortie de crise. Suivez. Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans la quête de la paix en République démocratique du Congo. La communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont annoncé dans un communiqué conjoint publié ce lundi 24 février la nomination de 3 personnalités politiques africaines comme facilitateurs des processus de Luanda et de Nairobi. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam auront pour mission d'accompagner les efforts de pacification dans l'Est de la RDC. Leur rôle consistera à superviser le respect du cessez-le-feu, à coordonner l'aide humanitaire et à faciliter les discussions entre les différentes parties impliquées dans le conflit. La mission des 3 anciens dirigeants africains s'annonce délicate. En plus du suivi des engagements pris par les belligérants, ils devront instaurer un climat de dialogue et de confiance pour favoriser une solution durable. Leur présence vise également à renforcer la coordination régionale et à mobiliser les acteurs impliqués pour une approche plus concertée en faveur de la paix. Mercredi, dans le cadre de sa visite à Kinshasa, le procureur de la CPI, Karim Khan, s'est entretenu avec Bintou Keïta, la chef de la mission de l'ONU, la MONUSCO en RDC. Objectif, enquêter sur les crimes de guerre et de génocide commis dans la partie orientale du pays. Reportage. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a rencontré mardi à Kinshasa Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'ONU en RDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des enquêtes préliminaires sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide perpétrés dans l'est du pays, en proie à des violences attribuées aux rebelles du M23 et à leur soutien. Le procureur de la CPI a tenu cette séance de travail avec Bintou Keïta dans le but de discuter des avancées des enquêtes préliminaires sur les crimes présumés commis dans l'est du pays, notamment ceux qualifiés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Ces investigations visent à documenter les exactions perpétrées par les groupes armés, en particulier le M23, accusé de nombreuses violations des droits humains. Soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports, ce mouvement rebelle mène des offensives meurtrières qui ont forcé des milliers de civils à fuir leur foyer. La rencontre entre les 2 personnalités intervient à un moment critique, alors que la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays ne cesse de se
dégrader, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays ne cesse de se dégrader. L'intervention de la CPI dans ce dossier est un signal fort pour les populations victimes de ces violences en attente de justice depuis des décennies. Si les enquêtes en cours aboutissent, elles pourraient marquer un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité en RDC. Reste à savoir si ces initiatives se traduiront par des actions concrètes et des poursuites effectives contre les coupables présumés. Toujours le mercredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, ont échangé à Kinshasa sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. À cette occasion, le procureur de la CPI a profité pour lancer un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes, les crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question, à l'occasion de cette conférence, d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité, des compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Également dans l'actualité de la semaine, des cas suspects de choléra ont été signalés au sein du camp de la mission de l'ONU. À Goma, à ce jour, un décès dû au choléra a été enregistré, tandis que 24 cas suspects sont en cours de traitement. Reportage. L'épidémie de choléra menace la ville de Goma qui, il y a un mois, a été secouée par des violents combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. La maladie est localisée notamment dans le camp de la MONUSCO où des dizaines de militaires congolais des armées se sont réfugiés. À ce jour, au moins 420 cas et un décès ont été signalés sur 2 semaines consécutives, soit du 3 au 15 février 2025. Comme mesure de riposte, l'OMS a prévu l'isolement et le traitement des personnes affectées, ainsi que la distribution des kits d'eau, hygiène et assainissement aux occupants du camp. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la situation sécuritaire dans la ville de Goma et ses quartiers périphériques demeure préoccupante. Le PPRD parti cher à Joseph Kabila a procédé à la nomination de la nouvelle équipe dirigeante. Aubin Minakou a été nommé de ce fait vice-président et Emmanuel Ramazani Chadari a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire permanent du PPRD. Suivez ce reportage.
Après la dernière sortie médiatique de leur leader, le Parti du Peuple pour la Reconstruction a procédé à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. C'était le mardi 25 février au siège national du parti, sous la supervision du premier secrétaire général honoraire Tchela Diemou. En effet, Ramazani Chadari a gardé son poste de secrétaire permanent, tandis qu'Aubin Minakou a été officiellement nommé vice-président, et Ferdinand Cambéré a lui aussi gardé son poste de secrétaire permanent adjoint de cette formation politique. Lors de sa prise de parole, l'ancien président de l'Assemblée nationale, devant les cadres et militants du parti, a affirmé que le PPRD s'apprêtait à vivre un tournant décisif après plusieurs mois de discrétion. Le parti compte à ce jour travailler pour la reconquête du pouvoir. Joseph Kabila, devenu sénateur à vie, a il y a quelques jours fustigé la mauvaise gouvernance de son successeur. Selon lui, la crise que traverse la RDC est à la fois sécuritaire, humanitaire, mais avant tout politique, sociale, morale et éthique. Dans l'actualité du jeudi, l'opposant Martin Fayulu s'est adressé le jeudi 27 février 2025 à la nation congolaise. Lors de son adresse, il a exhorté Corneille Nangaa et les rebelles du M23 à déposer les armes dans la partie est du pays. Suivez. Dans un message adressé à la nation prononcé ce jeudi février, Martin Fayulu, président de l'ECD, a passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en RDC. Face à cette période qu'il qualifie de très spéciale pour notre pays, Martin Fayulu a invité la classe politique congolaise à soutenir l'initiative des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'ECC sur la paix et le bien vivre ensemble. Il a par ailleurs exhorté Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité de notre territoire et surtout à reconnaître le droit inaliénable à la vie de ses frères et sœurs. Il a également invité Joseph Kabila de se remémorer tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. S'agissant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a demandé au président de mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'ECC. Il encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ce processus salvateur pour la nation, car c'est une catharsis. Le gouvernement congolais a exprimé son refus de participer à la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, prévue à Kigali. L'annonce a été faite le mercredi 26 février sur le compte X de la ministre déléguée chargée de la coopération internationale, Madame Bestine Kazadi. Suivez cet élément. La République démocratique du Congo prévoit de ne pas participer à la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra à Kigali du 20 au 21 novembre 2025. L'annonce a été faite mercredi 26 février sur le compte de la ministre déléguée chargée de la coopération internationale, Bestine Kazadi. La RDC considère que la tenue de cette conférence au Rwanda pourrait être interprétée comme une approbation implicite des actions attribuées au Rwanda dans le conflit qui touche l'est du pays. Les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont gravement détériorées suite au soutien manifeste de Kigali aux rebelles du M23, responsables de la violence des territoires congolais. Plusieurs organisations nationales, y compris les experts et le Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'Union européenne, ont publiquement dénoncé les violations du droit international par le Rwanda en faisant entrave à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et puis, cette note de sport, après leur belle victoire au match aller sur la note de 2-0, c'est confirmé. Les Léopards dames congolaises joueront la deuxième et dernier tour en octobre prochain face au Banyanya d'Afrique du Sud. Suivez ce reportage de Gévoni Moulumba, notre expert en sport. Après leur belle victoire au match aller sur la Nantes de 2-1, les Léopards dames avaient la lourde mission d'obtenir un résultat positif pour passer au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Dans un match totalement maîtrisé, la RDC a concédé un nul vierge après plusieurs ratés, dont un penalty manqué par Marlène Kassage, résultat suffisant pour protéger l'avantage du premier acte et confirmer la qualif. L'entraîneur Lamia Boumedi, satisfaite du résultat, pense qu'il y a lieu de renforcer l'équipe en mettant un accent particulier sur les atouts nationaux. Il faut renforcer l'équipe.
il faut chercher d'autres nouvelles joueuses. Et j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de Congolaises qui jouent en Europe, en France, il y a beaucoup en Belgique, il y a beaucoup. Juste, j'espère que la fédération, il y a des personnes qui sont spécialistes pour la détection des joueurs pour les équipes nationales. Donc, j'espère qu'elles vont travailler sur ça pour renforcer l'équipe, vraiment. Les dames congolaises joueront le deuxième et dernier tour en octobre prochain face Banyanya d'Afrique du Sud avec espoir de valider leur ticket pour la phase finale. Et puis dans l'actualité du vendredi, à la suite d'un communiqué dénonçant la stigmatisation des swahiliphones à Kinshasa, le patron de la territoriale congolaise, Jacquemin Chabani, a officiellement convié Monseigneur Donatien Cholet de la Sandco à une séance de travail le samedi 1er mars 2025, donc aujourd'hui, pour fournir les preuves de ces allégations. Reportage. Communiqué publié samedi 22 février, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sandco en sigle, ont dénoncé une présumée chasse et stigmatisation des swahilophones à Kinshasa. En réaction à ce communiqué, le gouvernement congolais a invité Monseigneur Donatien Cholet à se présenter le samedi 1er mars à une séance de travail afin d'apporter toutes les preuves nécessaires pour étayer les allégations avancées. C'est le seul communiqué sur des rumeurs que la Sandco s'est permis de faire. Nous avons eu près de 9 000 morts aujourd'hui. Chaque soir, chaque jour, nos populations du Nord Kivu sont massacrées, tuées, des assassinats ciblés. Aucun communiqué de cette organisation. Mais pour des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont pris toutes leurs responsabilités pour jeter de l'huile sur le feu. Nous les avons invités pour qu'ils viennent parce que la République, l'État, le gouvernement a besoin de savoir exactement, a besoin de rassembler toutes ces informations. Nous avons des services qui travaillent, nous avons les informations, mais c'est une organisation sérieuse. Lors de son séjour en Suisse, la première ministre Judith Suminho avait également balayé d'un revers de la main ces allégations de stigmatisation des swahilophones. Pour elle, être un swahili n'a jamais été un problème en RDC. La dénonciation de la Sandco intervient à un moment où la situation sécuritaire à l'est du pays est extrêmement préoccupante, avec l'occupation de plusieurs territoires par les forces rwandaises et leurs alliés du M23 et AFC. L'unité nationale est donc indispensable pour barrer la route. Et puis la dernière information de cette rétrospective. L'hôtel de ville a mis en garde tous les exploitants de la centrale à béton à prendre les dispositions nécessaires pour assurer un transport étanche de leurs produits. Ces derniers doivent désormais utiliser des camions toupies ou malaxeurs appropriés afin d'éviter de dégrader la chaussée. Reportage. Troubéant, le nombre de routes en mauvais état en RDC est en constante augmentation depuis plusieurs années. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 29 février 2025, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Boumalou-Baki, a adressé une mise en garde sévère aux exploitants de centrales à béton dont le camion toupie ou malaxeur dégrade la chaussée de la capitale congolaise. Ces camions, souvent responsables de déversements répétés de béton sur les routes, contribuent à la détérioration rapide des artères urbaines et endommage d'autres véhicules. Par conséquent, l'hôtel de ville invite tous les exploitants de centrales à béton à prendre les dispositions nécessaires pour assurer un transport étanche de leurs produits. Ils doivent utiliser des camions toupies ou malaxeurs appropriés afin d'éviter de dégrader la chaussée et d'endommager les véhicules. Au cas contraire, ils s'exposeront à de lourdes amendes et seront tenus responsables des réparations nécessaires. C'est la fin de cette rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur KMC, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Bon week-end à tous.